Alors, vous avez également mis sur la sphère éventuellement la matière de base, la matière standard métal. Non, allez-y, faites-le, ça pourrait être intéressant. Et sur le cube, vous avez mis, peu importe quelle matière vous avez mise, quoi qu'il en soit. Voilà, une fois que vous avez sur la sphère la matière métal, clic droit, si on tourne, il y a quelque chose qui devrait vous... Il y a plusieurs choses qui devraient vous interpeller. La lumière. La lumière, c'est-à-dire... Je sais pas, j'ai dit ça comme ça. Oui, la lumière, bien sûr. C'est toi la lumière. Non, il y a deux choses. On est sur une scène surtout. Dans la sphère en métal, on remarque qu'il y a Oui, exactement. Donc ça, c'est dans la matière, en fait, dans la description de cette matière chrome, en fait, ou métal, il y a une image sphérique qui sert à être appliquée en tant que reflet. Voilà. Deuxième chose, vous ne voyez à aucun moment le reflet du cube dans la sphère, et ça, c'est pas logique. C'est pas comme dans la réalité. Ça, c'est parce qu'on est en mode de rendu rapide. On est en mode de rendu rapide et donc le calcul n'est pas complet. Eh bien, on va enclencher le calcul complet. Et bien sûr, ça demande d'avoir un ordinateur qui a les reins pour arriver à tenir le coup. Ici, bouton roulette que j'enfonce pour faire le panoramique, hein, je vous rappelle. Hein. 10 minutes pour une image. Et donc, vous allez enclencher ici le rendu rapide. Vous cliquez. Voilà. Et là, tout de suite, on voit le cube qui apparaît. Le calcul est plus complexe. Quand je tourne, le calcul ne se fait pas. Mais quand je lâche le bouton de la souris, voilà. Alors, je vais approcher le cube, éventuellement, de la sphère. Voilà. Oh, c'est énorme. C'est du ray tracing, c'est du calcul très complexe. Avec des vraies réflexions. C'est pas des fausses réflexions comme dans le rendering, comme on avait avant, en 3D. Donc il y a également, normalement, le reflet sur ma matière là qui est un peu brillante quand même. Il devrait y avoir le reflet de la sphère quelque part. On ne la voit pas trop là quand même. On la voit pas trop. Alors si c'est un peu lent, vous cliquez là-dessus pour aller voir en quelle résolution vous êtes pour le rendu. En passant en résolution moitié ou quart, ben, le rendu sera un peu moins bon. Mais ça devrait quand même aller plus vite. Voilà, j'ai dû le réenclencher. J'ai dû le réenclencher après être allé modifier dans le menu. Oui, c'est flou. Voilà, c'est flou. Rendu au quart, ça fait c'est 16 fois moins précis. Rendu moitié, c'est 4 fois moins précis. Voilà. C'est par objet ou En principe, c'est pour toute image. Voilà, voilà. Bon, je vais revenir ici en résolution plus précise. Ça, c'est le rendu rapide, mais c'est pas le rendu final. Quand on a fini une scène et qu'on veut une belle image, ça peut prendre quelques minutes. Alors qu'ici, vous avez vu, c'est juste une question de quelques secondes pour que ça se fasse. Quand on lâche le bouton de la souris, c'est quelques secondes. Mais un rendu plus précis, ça va être dans l'onglet ici, rendu. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Onglet rendu. Alors, il va falloir décider de la qualité du rendu que vous voulez. Tu choisis la scène. Et vous avez la possibilité de faire un rendu qui sera enregistrable, donc qui va être enregistré sur le disque dur au format Photoshop. Et dans le fichier Photoshop, il y aura plein de choses intéressantes, notamment un calque spécial qui permettra de sélectionner rapidement des objets de la scène, un calque de profondeur pour mettre un flou uniquement sur l'arrière-plan, donc à depth map, on appelle ça. Voilà.
Ici, vous pouvez éventuellement cocher juste PNG et ne pas cocher PSD. Voilà. Je vais faire un rendu de qualité faible parce que je voudrais juste voir ce que ça donne rapidement quand on fait un vrai rendu, pas juste une preview rapide. Au niveau ici du lien, il va falloir décider où je le mets. Donc je vais cliquer. Puis je vais aller indiquer où je veux envoyer le rendu. Alors, il faut le faire avant de cliquer sur le mot rendu, hein, parce qu'une fois que vous cliquez sur le mot rendu, ça va mettre le fichier là où c'est indiqué ici dans le fil d'Ariane. Voilà, rendu. Et voilà le rendu qui se fait petit à petit. Alors c'est typique du ray tracing. Au départ c'est assez graineux et puis après ça se précise petit à petit. Donc l'idée c'est qu'il y a comme des rayons qui sont lancés mathématiquement de la caméra virtuelle et qui vont voir un peu comment la lumière de l'éclairage réagirait par rapport aux objets. Alors l'éclairage on n'en a pas encore parlé mais ça va venir. Donc vous voyez par rapport à ce qu'on voyait juste avant dans la scène, ceci est quand même un peu meilleur. J'ai fait un rendu faible ici. Hein. Tiens, je vais essayer un élevé. Voilà, rendu. Ok, je vais le remplacer. Donc au niveau du temps, estimation du temps, là il se plante un peu, il ne sait pas trop. Ah, il estime le temps ici. Donc les images ray tracing, comme je vous disais, ça existe depuis le début des années 80 et avec les ordinateurs qu'on avait qui sont 1000 fois moins puissants que les smartphones d'aujourd'hui de votre poche, là, que les ordinateurs du début des années 80, c'était vraiment pas puissant et il fallait plusieurs jours pour faire une image en ray tracing. Et on faisait des posters avec ça. Bon, je vais laisser terminer tranquillement son rendu. Donc voilà ce qui se faisait dans les années 80, le ray tracing, le début. J'ai juste tapé ici ray tracing années 80 sphère. C'était souvent ce genre de formes primitives, on appelle ça des primitives, hein, les cônes, les sphères, les cubes. C'est inclus sur la carte graphique, et c'est pour ça que c'est rapide. Les primitifs font partie de la carte graphique, les cartes graphiques connaissent ces formes de base. Et donc, voilà, c'est ce genre-là de choses qui se faisaient, assez moche, mais bon, voilà. C'était surprenant à l'époque, en fait. Et c'est des vrais reflets parce que c'est un vrai calcul de la lumière. C'est ça qui est particulier. Alors pourquoi ça s'appelle le ray tracing? On a des exemples ici, des explications. Comme je vous disais, ça tient compte de la source de lumière virtuelle de la scène. On n'a pas encore touché aux lumières, mais voilà. Il y a forcément une ou plusieurs sources de lumière dans notre scène là. Ça tient compte de la position de la caméra aussi, non seulement la position de la lumière, mais aussi la position de la caméra. Et puis ça commence à tracer des axes entre la lumière, l'objet et la caméra pour voir un peu comment la lumière devrait normalement, dans la vraie vie, réagir sur un objet, suivant sa matière, suivant que c'est du brillant ou pas. Voilà, donc c'est pour ça que ça s'appelle le ray tracing. C'est donc une technique qui a été ignoré très longtemps parce que c'était beaucoup trop lent pour faire des animations genre Toy Story, etc. C'était pas possible de calculer ça en ray tracing dans les premiers... vous savez que Toy Story, le premier Toy Story est vraiment un jalon dans la 3D et ils ont vraiment marqué avec leur premier grand dessin, le premier grand dessin animé en images de synthèse. Voilà, ça a été le début de Pixar, Toy Story. Mais c'est pas du rendu en ray tracing, pas du tout. C'est du rendu qu'on appelle du rendering.
Voilà, donc avec des faux reflets pas scientifiquement corrects. Mais enfin, ça passe. Bon, bien sûr, ça n'est pas sorti de nulle part. C'est John Lasseter qui, au départ, a fait des courts-métrages. Il a fait des courts-métrages et puis, voilà, des publicités, des courts-métrages et puis, finalement, Pixar avec ce projet assez fou. C'est intéressant de lire un peu l'histoire parce qu'ils se sont même un peu plantés. Ils ont perdu des rendus à un certain moment qu'ils avaient stockés. Ils ont dû tout recalculer. C'est intéressant de voir qu'il n'y a pas que aux étudiants que ça arrive de perdre leurs travaux. Alors voilà, chez moi, le rendu c'est terminé finalement. Donc le fichier est bien sur le disque dur, fichier PNG, c'est ce que j'avais demandé. Donc c'est pas un fichier très riche, il n'y a pas beaucoup d'outils qui sont dans le fichier pour pouvoir sélectionner les différents objets, mettre du flou sur l'arrière-plan, etc. Donc le fichier PSD, ça aurait été mieux, mais ça aurait pris encore plus de temps. Quoi qu'il en soit, voilà, le fichier est calculé. Il faudrait que je le voie dans Photoshop vraiment pour arriver à apprécier. Vous avez ici au-dessus, hein, dans la partie donc rendu, vous avez ici au-dessus l'option adapter à l'écran qui va le mettre un peu plus grand éventuellement. Quoi qu'il en soit, là je vais vous demander, déjà on va désactiver cette option de rendu rapide. Et dans un navigateur web, vous allez chercher une image. C'est un panorama sphérique qui est donc fait avec un appareil photo en prenant plusieurs photos et en les rattachant ensemble avec un logiciel spécial pour panorama, ou alors avec directement un appareil photo qui fait de la photo sphérique. Donc vous tapez exactement ça, je vous ai évidemment raccourci l'URL pour que vous arriviez à trouver. Vous téléchargez l'image qui va apparaître et on va faire un petit test. Vous vous souvenez que dans la sphère, il y a un reflet, ça ressemble à des garages, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Mais on va voir ce que ça donne si on met un panorama de montagne à la place de ces garages. En tant qu'environnement de notre scène. Donc ici j'ai tapé le nom d'une marque qui fait des appareils. Il y en a d'autres qui font ça bien sûr, notamment GoPro, je pense doit avoir ça aussi, et d'autres marques. Mais donc ce sont des appareils qui permettent, vous avez certainement déjà vu ça, de filmer, même en vidéo. Il y a de la vidéo sphérique, vous avez sans doute vu ça sur YouTube. Quand on tourne son smartphone, on voit une partie différente de la vidéo. Donc c'est de la vidéo sphérique ou de la photo sphérique. Donc de chaque côté, il y a un objectif fisheye. Voilà. Donc voilà comment la photo en question ici a pu être faite. Donc si vous n'aviez pas compris, le côté gauche se raccorde avec le côté droit en fait. Hein. C'est une scène à 360 degrés. Et en bas de la photo, on voit le sol. Et en haut de la photo, c'est le ciel si on regardait tout en haut. Donc c'est vraiment sphérique. Alors normalement, quand on fait de la 3D, l'image qui est reflétée dans la scène doit être de haute qualité, ça doit être du HDRI, High Definition Rendering Imagery, en 4K, en 32 bits par pixel, c'est l'idéal. Donc l'image que nous on va utiliser là, de la montagne, elle ne répond pas à ces caractéristiques. Mais voilà, vous allez voir que chez Adobe Stock notamment, on a des images sphériques, mais je ne suis pas passé par Adobe Stock ici, parce que je ne suis pas certain que vous avez accès à tout Adobe Stock. Quoi qu'il en soit, vous voyez qu'on parle chaque fois du HDRI. Si je tape dans Google ici HDRI, voilà, on me propose des centaines d'environnements HDRI gratuits.
Voilà, ce serait peut-être à aller creuser ça. Les images HDR. Une image à 360 degrés enroulée autour d'une image ou même d'un modèle 3D à des fins d'éclairage ou d'arrière-plan. Imagerie à grande gamme dynamique, voilà la version française. Alors je corrige, hein, c'est pas High Definition comme j'avais dit, c'est High Dynamic Rendering Imagery. Tiens, il y a aussi High Dynamic Range Rendering ici. Oui, c'est le principe qui utilise ces images-là. Ok. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans votre scène et on va aller remplacer la réflexion qu'on voit là dans la sphère. J'espère que vous avez un objet brillant et la sphère c'est l'idéal.